Maintenant qu'on a exploré la loi de Hooke, qui explique la force dans un ressort, soit avec une compression ou un étirement, donc dans un ressort ou dans n'importe quel autre matériel qui agit dans le régime d'élasticité. Donc on peut étirer certaines substances ou certains matériels qui veulent reprendre leur forme. Parfois on étire trop et on tombe dans une déformation permanente et notre équation ne fonctionne plus. Donc restant dans les contextes où que l'élasticité fonctionne toujours, on va aller voir c'est quoi l'énergie dans le ressort. Pour l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle dans un champ uniforme, donc ce qu'on avait vu en 11e, pour trouver l'équation de l'énergie, on utilisait un travail. On disait, imagine que je fais un travail et toute la force que je suis en train d'appliquer est en train de transmettre de l'énergie pour devenir de l'énergie cinétique. On trouvait mv au carré sur 2. Même chose avec la force gravitationnelle. Si on lève un objet à vitesse constante, on peut lui donner de l'énergie potentielle, mgh. On dérivait ceci. Le problème, c'est qu'ici, nos forces ne sont pas constantes. Dans les deux dérivations qu'on avait faites l'année passée, la force qu'on appliquait pour pousser un objet, pour l'accélérer, était une force constante. Donc le travail, l'équation du travail, W égale F cos θ delta D, fonctionnait. Mais ceci fonctionne juste pour une force constante. Similairement, quand on parlait de l'énergie potentielle gravitationnelle, on appliquait une force égale à la force gravitationnelle, au poids, pour soulever un objet à vitesse constante. C'était une des conditions qu'on avait faites. Quand on a vu l'équation de l'énergie potentielle gravitationnelle universelle dans un champ non uniforme, on n'a pas été capable d'appliquer nécessairement de la même façon. On a fait une petite passe mathématique intéressante pour trouver notre équation. On va faire la même chose ici. Au lieu de la dériver algébriquement, on va le faire graphiquement. Pour faire ceci, donc je vous rappelle du graphique de force par rapport à l'étirement. Dans vos notes, je pense que c'est des centimètres. Ce n'est pas important, là, ça peut être des mètres. C'est vraiment juste pour aller voir comment est-ce qu'on va ressortir ceci. Donc, souviens-toi que le joule, c'est l'unité de mesure pour l'énergie. Le joule, ça remplace des newton-mètres. Force fois distance. Quand on fait un travail, on a de l'énergie. Newton fois mètre. Des newton-mètres, c'est des joules. Dans le graphique ici, remarque que j'ai des newtons et j'ai des mètres. Quand on trouve la pente de cette droite, on avait dit qu'on trouvait des newtons par mètre. Delta Y sur delta X, on trouve des newtons-mètres. Et ça, c'est notre constante de proportionnalité. Dans tous les graphiques, on avait déjà vu ça en cinématique. Tu peux voir la pente, tu peux voir le graphique lui-même, tout ce qui est explicite, et on peut aller voir l'air sous la courbe. Allons voir c'est quoi l'air sous la courbe ici. Donc, ma courbe, c'est une droite. D'habitude, même si c'est une droite, on va appeler ça une courbe à cause, plus tard dans vos cours, vous allez voir que ce n'est pas toujours des belles droites, mais des fois, on va avoir des courbes. Donc, l'air sous la courbe ou l'air sous la droite, c'est quoi? Ça représente quoi, ça? Là? Ben, regarde dans nos unités. En Y, j'ai des newtons. En X, j'ai des mètres. Quand je fais un air, je fais hauteur fois base, base fois hauteur. Ça me donnerait des newton-mètres. Ça me donnerait des joules. Donc, ça, c'est mon énergie. L'air sous la courbe de mon graphique me donne mon énergie. Ici, est-ce que je peux faire base fois hauteur? Non. Mon énergie n'est pas un rectangle. Ce n'est pas quelque chose qui est un rectangle. Je ne peux pas calculer l'air de cette façon-là. Pour calculer l'air ici, j'ai un triangle. Donc, on est d'accord que l'air va être égal à mon énergie. Donc, l'énergie potentielle élastique, donc on va appeler ça l'énergie élastique, va être égale à l'air sous la courbe. Ben, c'est un triangle, donc je vais avoir base fois hauteur divisé par 2. Okay? Base fois hauteur. C'est quoi ma base? Mais ma base, c'est delta X. Delta X. La hauteur, c'est ma force. Tout ça divisé par 2. Ça, c'est la force du ressort. Donc, on y arrive tranquillement. Force du ressort, comme on avait vu d'après la loi de Hooke, delta X égale... on va remplacer la force du ressort avec delta X. Comme on avait vu dans la loi de Hooke, on va remplacer l'équation de la force du ressort par négatif K delta X sur 2. Bon, on va continuer, on va aller voir où ça nous amène. Delta X, ma compression, mon étirement, peu importe. FR, donc la force du ressort en grandeur, on va parler de K delta X. On ne parle pas de direction, n'oublie pas, on parle de l'énergie, c'est scalaire.
il n'y a pas de direction. Donc, on oublie les directions dans notre équation ici. C'est pour ça que je n'ai pas le négatif. C'est pour ça que je n'ai pas mes vecteurs sur mes delta x. Ça divisé par 2. Delta x fois delta x, ça me donne delta x au carré sur 2. L'énergie élastique, énergie E, est le suivant. Ma constante de rappel, constante de proportionnalité, constante de force, peu importe le vocabulaire que tu utilises, K fois l'étirement ou la compression au carré, voilà ma direction qui est plus importante, hein, on parle d'information de la direction, peu importe, divisé par 2. Ça me donne mon énergie élastique. Donc ça, c'est de l'énergie qui va être stockée dans le ressort. Quand je comprime un élastique, il a la capacité de faire un travail, il a la capacité d'appliquer une force non constante, sur une certaine distance. Le fait que ce n'est pas constant nous laisse savoir qu'on ne peut pas faire notre dérivation régulière qu'on aurait faite. C'est pour ça qu'on a utilisé l'aire sous la courbe. Donc l'aire sous la courbe, ça représente mon énergie. C'est un triangle. J'ai remplacé mes valeurs, base fois la hauteur. La hauteur, c'est une force. L'équation de la force du ressort est Kx. Je simplifie, je finis avec ma nouvelle équation. Donc voilà l'équation de l'énergie élastique. Allons l'appliquer sur quelques petits problèmes. La première application de l'énergie potentielle élastique va être la suivante. On prend un ressort qui n'est pas tendu, donc il n'y a aucun étirement, aucune compression, et on l'accroche verticalement. Voilà. Ici, on va négliger complètement la masse du ressort et les frictions internes. Donc, c'est une des approximations qu'on fait dans le cours de physique 11 et 12 pour nous aider à simplifier les problèmes un peu. Un peu comme ignorer la masse d'une corde, un peu comme ignorer la résistance de l'air, des affaires de même. Ça simplifie un peu le problème pour qu'on puisse faire une analyse de la situation. Ça donne quand même des réponses qui sont très vraisemblables, mais ce ne sont pas quand même une représentation exacte du monde. De toute façon, on va continuer. Donc, j'ai mon ressort, et ici, je vais ajouter une pomme à mon ressort, donc une masse à mon ressort. Je la garde là, je la tiens là, je ne vais rien faire tout de suite. Qu'est-ce qui arrive si je la relâche? Si je la lâche, la force gravitationnelle va tirer sur elle. En tombant, elle va perdre de l'énergie potentielle gravitationnelle, elle va gagner de l'énergie cinétique, conservation de l'énergie. Mais il y a une nouvelle énergie maintenant. En tombant, le ressort va aussi s'étirer. Cet étirement est en train de stocker de l'énergie potentielle élastique. Donc, on doit considérer 3 types d'énergie dans ce cas-là. Donc, allons voir ce qu'il nous demande. La question nous dit, quelle est la quantité d'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort lorsque la pomme chute de 11 cm? Donc, de sa position initiale, si elle tombe de 11 cm, combien d'énergie est-ce qu'il y a dans le ressort? Donc là, je vais dessiner. Je vais montrer que le ressort est maintenant étiré. Et la pomme se trouve un peu plus bas. Elle a tombé de 11 cm. Alors, la pomme, et je vois un déplacement, on va appeler ça delta x, qui est de 11 cm. 11 cm négatif. Les centimètres, ça ne va pas avec mes newton-mètres, ça ne va pas avec ma définition du joule newton-mètre, newton par mètre, et ma définition du joule newton-mètre. Donc, je préfère avoir ça en mètres. Ça va juste simplifier un peu la vie pour plus tard. Maintenant, pour l'énergie qui est emmagasinée dans le ressort, on va utiliser notre équation qu'on a dérivée juste à l'heure. L'énergie élastique est égale à K delta x à la 2 sur 2. Très similaire à l'énergie potentielle, pardon, l'énergie cinétique, hein? mv au carré sur 2, un peu similaire. L'important étant, remarque que le delta x, c'est pas vectoriel. Même si ça serait vectoriel, même si je mettrais mon vecteur ici, là, ça ne changerait rien. Si je rentre une valeur de négatif à l'intérieur, négatif à la 2, ça me ressort positif. Donc, c'est pas important, mais c'est juste une petite observation que la physique fait en sorte que ça fonctionne quand même. Okay. Constante de rappel, 9,6 newton par mètre. L'étirement, on a 11 cm ou 0,11 mètres à la 2 divisé par 2. Ça nous crache une énergie potentielle élastique de 0,5808 joules. Pour ma réponse finale, puisque c'est une des questions, on va l'écrire à 2 chiffres significatifs, 5,8 fois 10 à la moins 2 joules.
Donc voilà l'énergie stockée dans le ressort grâce à l'étirement. Remarque que ça aurait pu être une compression de 11 cm, puis ça m'aurait donné exactement le même montant d'énergie. Donc l'énergie, n'oubliez pas, ce n'est pas vectoriel. Que tu comprimes le ressort de 11 cm ou tu l'étires de 11 cm, il y a le même montant d'énergie qui est stocké à l'intérieur. On va utiliser ça pour répondre à notre prochaine partie. Donc, je vais mettre ça de côté. L'énergie élastique qu'on vient de trouver de 5,808, la valeur non arrondie, fois 10 à la moins 2 joules. Je prends la partie-là, la valeur non arrondie pour continuer mon problème. Partie B du problème nous demande quelle est la vitesse de la pomme à cet instant. Donc, à 11 cm sous la position d'équilibre, c'est quoi sa vitesse? Bien, allons voir les types d'énergie. Initialement, elle avait un certain montant d'énergie, disons, cinétique. Elle ne bougeait pas, l'énergie était zéro. Cinétique, elle est initialement zéro. En tombant, elle a perdu de l'énergie potentielle gravitationnelle, elle a gagné de l'énergie cinétique, et il y a de l'énergie qui a été stockée dans le ressort. Il faut tout considérer ces énergies-là dans les deux situations, initiale et finale. C'est un problème de conservation d'énergie. Le I égale à EF. Là, on a un choix à faire. Notre choix ici, c'est de choisir notre zéro. On ne sait pas comment haut par-dessus le sol qu'on est. Donc, on ne peut pas prendre le sol comme notre zéro naturel, qu'on aimerait utiliser souvent. Je ne pourrais même pas utiliser le plafond comme mon zéro. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi sa distance du plafond jusqu'à sa position initiale. Donc, les deux choix qu'on a vraiment, là, c'est de choisir la position initiale comme le zéro ou la position finale comme le zéro. Dans les deux cas, ça va nous donner la même réponse. Allons faire les deux pour aller voir comment c'est différent. Commençons avec notre position initiale comme le H0. Donc, imaginez que ça, c'est H égale 0. Initialement, ça veut dire aucune énergie cinétique, la pomme ne bouge pas. Aucune énergie élastique, il n'y a pas d'étirement ou de compression initialement. Aussi, ça dit aucune énergie potentielle gravitationnelle. Ma hauteur par rapport à mon choix de 0 est de 0. Donc, il n'y a aucune énergie initiale. Initialement, là, je n'ai pas d'énergie. Comment ça va fonctionner? Remarque que ma hauteur ici est négative. Je vais finir avec de l'énergie négative dans mon énergie potentielle gravitationnelle. Bizarre, c'est comme une dette d'énergie, vous vous souvenez. Mathématiquement, ça va nous aider à résoudre le problème. Ça fonctionne quand même. En réalité, on sait que l'énergie négative, ça n'existe pas. De toute façon, on continue. Situation finale. Ma pomme va être en train de bouger, on cherche la vitesse. Elle va tomber, elle va être en train de bouger, je vais avoir de l'énergie cinétique finale. Elle va avoir étiré le ressort, donc il va avoir de l'énergie qui est stockée à l'intérieur du ressort, donc plus de l'énergie élastique finale. Et il va avoir une hauteur. Par rapport au zéro, on n'est plus à la même position, on a tombé. Donc il va avoir de l'énergie potentielle gravitationnelle finale aussi. Tout ça ensemble devrait me donner une valeur de 0, puisque mon énergie initiale est 0. L'énergie cinétique, ça va être positif, la vitesse est toujours positive, vitesse au carré, ça me donne quelque chose de positif. L'étirement, delta x, au carré, ça me donne toujours une valeur positive. Mais quand on parle de MGH, la hauteur, elle, n'est pas au carré, et ma hauteur, dans ce cas-là, va être négative. Donc, essentiellement, ce qui va arriver, c'est que ces deux valeurs-là vont être positives, celle-là va être négative. En tout, ça va me donner quelque chose de 0. Peu importe, on cherche la vitesse. 0 égale cinétique, mv au carré sur 2. L'énergie élastique finale, on l'a calculé en H, je vais juste garder EF, puisque c'est mon énergie élastique, je la connais, je n'ai pas besoin de la dériver encore. Et de l'énergie gravitationnelle, on va mettre plus mgh. Je veux isoler ma vitesse, puisque c'est ça que je cherche. J'obtiens l'équation suivante, négatif EF moins mgh fois 2 sur m racine carrée. Donc, pour passer de cette équation à celle-ci, j'ai pris mon énergie élastique finale, j'ai envoyé de l'autre côté, c'est pour ça qu'elle est négative. J'ai envoyé MGH de l'autre côté, c'est pour ça que c'est négatif. J'ai multiplié par 2, j'ai divisé par la masse. Et ensuite, racine carrée pour mon exposant à la 2. Faites attention, allez voir si vous êtes capable d'obtenir la même réponse que moi, la même équation. V est égal 2 sur 0,1 kg. Négatif l'énergie élastique finale, 5,808 fois 10 à la moins 2 joules, moins MGH, 0,1 kg, 9,81 mètres par seconde carré. Hauteur, ici, on va mettre 11 cm, mais c'est sous le zéro, donc je vais mettre négatif
0,11 mètres. Tout ça, racine carrée et ma grande parenthèse là, avec ça. Ça va me cracher une vitesse de 0,99829 mètres par seconde. À deux chiffres significatifs, j'arrondis, on va voir que ça me ramène à 1,00 mètres par seconde. Donc, faites attention, là, le deux chiffres significatifs, je veux ces deux chiffres-là. Le 8 me force à arrondir à 10. J'arrondis à 10, ça me ramène à mon 1. Ça me rajoute une valeur ici, mais je veux quand même avoir mes deux chiffres significatifs initiales. Donc, ma vitesse, 1 mètre par seconde. Autre chose à remarquer, on n'a aucune idée c'est quoi la direction. Je ne sais pas si ma masse est en train de monter vers le haut ou en train de descendre. En réalité, ça se peut que ma pomme ait tombé, atteint son 1 mètre par seconde et va continuer, arrêter et revenir. En revenant à cette position exacte, si la conservation d'énergie est respectée, sa vitesse en remontant, 1 mètre par seconde aussi. Donc, peu importe si elle est en train de remonter à cet état ou en train de descendre, ça sera la même vitesse. Allons faire la même chose, sauf que cette fois, on va prendre la hauteur finale comme notre zéro. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le point le plus bas de mon problème. Pas le point minimal de la pomme, ça va probablement continuer à descendre. Mais dans mon problème, j'ai deux hauteurs. J'ai position 1 et position 2. Je vais prendre ma plus petite, je vais dire ça, c'est mon 0. On va choisir une autre valeur de 0. On devrait obtenir la même vitesse finale. Donc, encore, conservation d'énergie, EI égale EF. Cette fois, EI. Ma pomme ne bouge pas, pas d'énergie cinétique. Ma pomme, le ressort, pardon, n'est pas étirée, pas d'énergie élastique. Mais maintenant, elle a une hauteur par rapport à sa position finale. Hein. Elle est haut de 11 cm. Elle est 11 cm par-dessus ma hauteur de 0. Donc, j'ai de l'énergie potentielle gravitationnelle initiale. Finale. Donc, en situation finale, ma pomme est en train de bouger, j'ai de l'énergie cinétique. Plus j'ai étiré mon ressort, je vais avoir de l'énergie élastique. Ma pomme est rendue à hauteur 0. Elle n'a plus de hauteur. D'après mon choix de 0, elle n'a pas d'énergie gravitationnelle. C'est vrai qu'elle peut encore tomber, puisqu'il y a probablement un autre 0 ou un autre point plus bas, mais d'après mon problème, j'ai choisi h égale 0 ici. Donc, aucune énergie potentielle gravitationnelle. Mes valeurs, j'aurais mgh initial est égal à mv au carré sur 2, plus, ici, je vais juste garder énergie, donc ça c'est final, énergie élastique finale, puisque je connais sa valeur de la partie A. Je peux aller isoler mon V, qui me revient à mghi moins E final, 2 sur m racine carrée, et tout ça de même. Très similaire. En effet, ce qu'on avait tout à l'heure, c'était mon énergie élastique finale qui était négative, mais en avant, qui était de l'autre côté. MGHI, je suis en train de le soustraire. Je suis en train de soustraire MGHI, puis ma valeur de HI était négative. Donc, mon terme MGHI était positif. Donc, ça revient exactement à la même équation, écrite d'une façon différente à cause des négatifs. Peu importe, si on retrouve, si on refait notre calcul, kilogramme, on retrouve une valeur pour la vitesse de exactement la même chose. Peu importe le choix du 0 qu'on utilise, ça devrait nous donner exactement la même chose. Souvent, on va utiliser mg delta h qui peut nous aider à résoudre le problème. Juste comme quand on parle du delta x dans l'étirement du ressort, si on prend le delta h, ça nous enlève le problème d'avoir à choisir un h égale 0, hein, un point de référence 0. Peu importe la façon que tu vas le résoudre, ça devrait te donner la même réponse si tu fais tes maths et tu suis la logique correctement. On passe à la prochaine exemple. Le dernier exemple qu'on va faire qui parle de l'énergie potentielle
élastique est le suivant. Donc, on a des élèves qui ont un petit ressort, peut-être un petit ressort qui sort d'un petit click pen, une plume que tu peux rentrer-sortir. Donc, tu sors le petit ressort, puis ensuite, ils vont le comprimer puis le lâcher. Ils vont le lancer dans les airs à un angle de 32,5 degrés pour essayer de frapper une cible qui se trouve à 3,6 mètres de où ce que le ressort est relâché. Donc, il comprime le ressort, il lui donne de l'énergie potentielle élastique, il le relâche. Cette énergie potentielle élastique se convertit en énergie cinétique, énergie potentielle gravitationnelle en montant, et ensuite frappe la cible. Ce qui est important ici, qui simplifie le problème, c'est que la hauteur où ce que le ressort est lâché et la cible est la même hauteur. Donc, si on choisit cette hauteur comme notre hauteur 0, on peut éliminer complètement l'énergie potentielle gravitationnelle dans notre cas initial et notre cas final. Donc, on va analyser essentiellement là où ce que le ressort quitte, là où ce que le ressort frappe. Si à ces deux hauteurs-là, h égale à 0, on peut complètement oublier l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, la première partie nous demande, qu'est-ce que les élèves devraient faire avant de pouvoir... quelles mesures les élèves doivent-ils prendre avant d'effectuer les calculs et procéder au lancement du ressort? Donc, premièrement, on regarde ça, c'est bien important. C'est important à connaître en plus de détails, ce serait vraiment la partie la plus importante, c'est connaître le ressort davantage. Comme c'est là, on n'a aucune idée c'est quoi la constante de rappel, donc on ne sait pas combien d'énergie va être stockée dans le ressort quand on le comprime d'une certaine distance, d'une certaine compression, ou on l'allonge, peu importe. Donc, la première chose à faire serait de peut-être l'envoyer quelques fois ou mesurer la force quand on le comprime d'une certaine distance ou qu'on l'étire d'une certaine distance pour connaître sa constante de rappel. Donc, K serait la première chose à avoir à calculer avant de passer au calcul. Donc, partie B nous demande calcule l'allongement dont le ressort a besoin pour atteindre la cible lorsque la masse du ressort est de 15,4 grammes et sa constante de force, constante de rappel, est de 28,5 newtons par mètre. 28,5 newtons par mètre. Et la masse du ressort, ici, le ressort a une masse à cause, c'est notre projectile. Hein? On comprime le ressort, c'est le ressort qui va être lancé. Donc, on doit connaître c'est quoi sa masse, 15,4 grammes. Pensons en Y. Donc, en Y, je sais que ma projectile va être lancée dans les airs et va redescendre à sa hauteur initiale, donc déplacement de 0. Mais les autres informations qu'on connaît. Vitesse initiale en Y va être V sin de θ. Vectoriel, je vais le garder positif. Ma direction est cachée là-dedans. L'accélération va être de G. Vectoriel, ma direction est cachée dans la variable de G. Le déplacement en Y va être 0. Elle remonte, elle descend à sa même position initiale. J'utilise l'équation du déplacement en Y, VI delta t plus 1/2 A delta t à la 2. Le déplacement, on sait que c'est 0, donc je peux mettre un gros 0 ici. VI delta t plus 1/2 A delta t à la 2. Le 0 me permet d'annuler un t, d'annuler l'exposant. Je finis avec 0 égale VI plus 1/2. Oh, pardon. On va remplacer la vitesse initiale. La vitesse initiale en Y, c'est V sin de θ. On rentre la vitesse initiale en Y, V sin θ ici. Plus 1/2, au lieu d'avoir A, je vais avoir G, delta t, pas d'exposant. Si j'isole mon temps, delta t est égal à, j'envoie mon V sin de l'autre côté, j'ai négatif V sin θ, multiplie par 2 et divise par G. Mon temps, ou le temps que la projectile va être dans les airs, est donné par cette équation. Delta t est égal à négatif 2V sin θ sur G. Le temps, c'est positif. G, c'est une valeur négative, puisqu'elle est vectorielle ici. Je prends la direction. Négatif, négatif vont s'annuler, ça me donne une valeur positive. Donc, tout est bien. Remarque que je ne connais pas la vitesse à laquelle la projectile quitte et je ne connais pas le temps. Donc, j'ai déjà deux inconnus dans une équation. C'est pas évident. J'ai besoin d'aller chercher une deuxième équation. On va aller la trouver en X. Maintenant, en X, on va aller faire l'analyse vectorielle, donc du mouvement en X. Le mouvement en X, je sais que ma projectile va avancer de 3,65 mètres vers l'avant, donc positive. Je sais qu'elle va le faire à vitesse constante, parce qu'il n'y a pas d'accélération en X. Une fois qu'elle quitte donc la situation initiale, une fois que le ressort n'est plus comprimé, il n'y a plus de force appliquée en X qui la fait accélérer. Donc, vitesse initiale en X est égale à V cos θ. On prend la composante horizontale. L'accélération en X est égale à 0.
Et le déplacement qu'elle doit parcourir est de 6,35 mètres. Le temps que ça va y prendre pour le faire, ben, c'est donné par l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure. Elle a juste un certain montant de temps très strict, donné par cette équation, pour se rendre à la cible, pour que la projectile monte et ensuite retombe à sa hauteur initiale. Donc, on va rentrer ça ici, c'est pour ça que j'ai mis la ligne. L'équation qu'on va utiliser en x est la suivante. Vitesse en x est égale au déplacement en x sur le temps en x, qui est le même temps n'importe où. Vitesse en x, c'est v cos θ. Le déplacement, on le connaît, je vais juste garder delta x. Et le temps, c'est donné par cette grande équation ici. Je vais remplacer ça avec négatif 2v sin θ sur g vectoriel. Remarque, dans cette équation, je connais le déplacement en x, 3,65. La vitesse, c'est ce que je cherche. Moi, je veux savoir c'est quoi la vitesse que cette projectile, ce ressort, doit avoir une fois qu'elle quitte sa situation initiale. G, on le connaît. L'angle, on le connaît. J'ai juste une inconnue, c'est la vitesse. Donc, je vais aller isoler ma vitesse. Si tu isoles bien ta vitesse, tu devrais obtenir le suivant. Delta dx g. Donc, mon g, division sur une division, mon g revient au numérateur. Sur mon négatif, il va rester là. Négatif 2 sin θ. La vitesse, si je vais l'amener en haut, ce qui me donne une vitesse à la 2, je vais avoir une racine carrée à faire à la fin de tout. Avant de faire ça, mon cos θ, il faut que je l'amène au dénominateur. Cos θ, et voilà ma racine carrée. Faire attention, G y est vectoriel. Donc, voici l'équation que tu devrais obtenir en isolant le V. Faire étape par étape, tu devrais trouver ceci. Je vais effacer, puis ensuite on va rentrer les valeurs dans cette équation pour déterminer c'est quoi la vitesse initiale nécessaire pour notre projectile qui frappe la cible. On prend les variables ou les valeurs numériques dans notre équation, on finit avec 3,65 mètres, négatif 9,81 mètres par seconde carré, sur négatif 2 sin de 32,5, cos de 32,5. Donc, dans votre manuel, ce problème est un petit problème de comme 2-3 étapes. La raison étant qu'il te donne pretty much cette équation right off the bat. La raison pourquoi, je ne suis pas certain, j'imagine qu'ils s'attendent que tu connaisses cette équation presque par cœur. Je ne suis pas d'accord avec ça, tu devrais être capable de la dériver, de connaître plein d'équations sur des cas particuliers par cœur. Ce n'est pas super utile. Comprendre comment y arriver, c'est beaucoup plus important. De toute façon, racine carrée, tu es mieux d'avoir une valeur positive là-dedans. Négatif et négatif vont s'annuler. C'est bien, ça répond à mes besoins. Ça nous crache une valeur de 'donne une vitesse de 6,28554 mètres par seconde. Donc, jusqu'à date, là, c'est strictement une analyse cinématique. On a fait une projectile, on s'est dit, pour qu'une projectile quitte de cet endroit, frappe une cible qui est à la même hauteur, qui est à une distance de 3,65 mètres, elle doit avoir une vitesse de 6,28554 mètres par seconde. Ça devrait être tu devrais être capable de faire ça techniquement depuis l'année passée. En 11e année, j'aurais pu donner un problème de même, complètement omettant le fait que c'est un ressort. Je pourrais dire que c'est une balle de soccer qui est frappée à 32,5 degrés. C'est la même analyse qu'on fait. Maintenant, pour voir c'est quoi la compression nécessaire, mais on fait la conservation d'énergie. Énergie initiale égale à énergie finale. C'est strictement à cet endroit-là. Mon ressort va être comprimé d'un certain montant. J'imagine que je prends mon ressort, je le comprime, puis ensuite je le lâche, il s'en va flyer. Quand je le comprime, initialement, il va avoir de l'énergie potentielle élastique. That's it. La hauteur n'a pas changé. Donc, je prends mon ressort, je le comprime de l'arrière. La hauteur du point le plus haut n'a pas changé. Il va décoller du point-là, il monte, il va frapper le mur. Donc, initialement, j'ai K delta X sur 2. Oui, delta X à la 2 sur 2. Pardon, presque mis la force là. L'énergie initiale, c'est strictement de l'énergie potentielle élastique. Finale, et finale, je ne veux pas dire une fois qu'il frappe ici, mais finale, c'est l'énergie qu'il a besoin quand il quitte. Donc, toute l'énergie qui était stockée à l'intérieur du ressort, une fois qu'on le lâche,
toute cette énergie-là est devenue de l'énergie cinétique pour que le ressort quitte. Donc ça, c'est mv au carré sur 2. On connaît la constante de ressort, la constante de rappel du ressort. On connaît la masse du ressort, qui est la projectile. On connaît la vitesse qu'elle a besoin d'avoir. On peut donc aller trouver c'est quoi la compression nécessaire. Donc, delta x serait donc égal à, je peux faire x2 x2, qui annule les deux là. Je vais avoir mv au carré sur k racine carrée. Je connais la masse, on connaît la vitesse qu'on a trouvée juste à l'heure, et on connaît la constante de rappel. Il nous reste juste à rentrer les valeurs et de calculer. Masse est de 0,0154 kg. V, 6,2855 mètres par seconde au carré, sur la constante de rappel de 28,5 newtons par mètre racine carrée. Tout ça, ça nous crache une compression de 0,146 mètres. Si on le donne en centimètres, j'aurais 14,6 cm. Chiffre significatif de, je pense que c'est 3, donc 14,6 cm. La compression nécessaire pour que le ressort frappe sa cible. C'est tout pour l'énergie potentielle élastique. Pratiquez-vous, c'est nouveau, c'est très utile. Prochaine section, on va parler de la conservation de l'énergie. On en a déjà fait un peu, ça va être un petit rappel. Et finalement, on va parler du mouvement harmonique simple dans la dernière section de cette unité. À la prochaine.